Donc, alors, pour rappel, donc ces 4 entrées en métaphysique, n'est-ce pas, l'essence, qui se confond avec l'être au sens platonicien de l'aidos, ou l'idée universelle, paradigmatique, absorbe tout le réel. C'est le réellement réel, mais au statut d'essence, l'aidos. Puis nous avons vu qu'avec Aristote, Aristote va distinguer précisément l'essence et l'être, c'est-à-dire sous la forme de cette question, est-ce que avant de parler de quelque chose, je dois me poser la question si elle est, anesti, ansit en latin, et donc il s'agit de savoir que l'essence et l'être se distinguent. Et l'aristotélisme médiéval va développer cette distinction entre l'être et l'essence comme étant une distinction réelle, au sens où l'essence ne constitue pas, l'essence et l'être constituent l'étant, au sens où l'étant n'est pas, où l'essence n'est pas sans l'être, comme acte d'être, et où l'être n'est pas sans l'essence. L'être et l'essence s'unissent sans se confondre, je dis, et se distinguent sans se séparer. Et nous verrons que telle est la question qui se pose maintenant et qui nous prépare à l'étude de Duns Scotus. Puis la modernité qui sépare alors cette fois-ci l'essence et l'être, mais de telle manière que l'étant est réduit à l'essence, car il est conçu sans l'être. Donc l'essence est réduite à sa représentation. L'essence, l'étant est réduit à sa représentation. J'avais donné l'exemple de la pipe de Magritte. Bon. Et puis enfin, 4e entrée, celle de Heidegger, pour qui l'existence, l'être, est donné sans l'essence. Et l'être, donc, se retrouve là, jeté dans le monde, absurde, inintelligible, l'être sans l'essence, c'est-à-dire sans ce qui peut définir et donner un sens et expliquer et rendre compte de l'intelligibilité de l'étant. Alors, nous avons vu que cette question de la distinction réelle entre l'être et l'étant fait l'objet d'une discussion entre Henri de Gand et Gilles de Rome. On commence par étudier ce qui a opposé ces deux pensées, ces deux penseurs, pour aborder la pensée et pour mieux la comprendre, pour aborder la pensée de Duns Scotus, qui lui va nier la distinction réelle également, comme l'a fait Henri de Gand, contre qui se dresse Gilles de Rome pour lui justifier cette distinction réelle, mais nous verrons à quel prix. Et Gilles de Rome donc défend contre Henri de Gand la thèse thomiste de la distinction réelle entre l'être et l'essence dans l'étant, comme constitutif de l'étant, mais il ne conçoit pas la distinction réelle de la même façon que saint Thomas. Il distingue bien, certes, étant, c'est-à-dire lens, E-N-S en latin, ens étant, l'être, esse, en latin, exister, existere, mais pour lui, l'essentia et l'esse sont conçus comme deux choses, ut res et res. Il s'ensuit que l'essence de l'étant, l'ens, est indépendante de l'être. L'être ici va prendre le sens d'être en acte. Et finalement, d'existence, comme on le verra. L'être que reçoit l'étant ne s'unit pas intrinsèquement à l'essence.
de sorte qu'il ne se ramène à l'être, qu'il se ramène à l'être tel qu'il est donné en acte, considéré indépendamment de toute essence. Ouais, puisque l'essence et l'être sont comme deux choses, hein, ou tresse à tresse, qui se juxtaposent, ouais, et non pas qui se composent. Hein, on verra ça. Ouais. Puisque nous avons dit que dans les temps, pas d'essence sans l'être, pas d'être sans l'essence. Mais encore faut-il comprendre ce qui les unit et comment l'être et l'essence s'unissent. Gilles de Rome va comprendre cette distinction comme une juxtaposition de deux choses. Et c'est ça ce qui déjà commence à infléchir la doctrine de Thomas d'Aquin. Donc l'être ici est conçu en tant qu'il est en acte. L'étant est en acte. Mais ici, il y a une confusion qui consiste dans l'oubli de l'être comme acte. Je m'explique. J'ai déjà cité ce philosophe italien, spécialiste de la pensée de Thomas d'Aquin, qui distingue l'esse in actu et l'esse ut actus, c'est-à-dire l'être en acte et l'être comme acte. Pas la même chose. L'acte d'être est ce qui permet à l'étant d'exister, en effet, en étant posé hors du non-être, hein, grâce à cet acte d'être. Ici, l'étant peut être considéré indépendamment de l'essence, et donc comme étant tout simplement donné indépendamment de l'essence, en acte. On va voir ça. Donc on assiste à ce que Cornelio Fabro, que j'ai cité, appelle l'obscurcissement de l'essai thomiste. Oui. L'effectivité de l'étant, c'est-à-dire l'étant en acte donné, là, ne résulte pas ici, à partir du moment où on le juxtapose à l'essence, ne résulte pas de l'acte d'être, de l'esse ut actus, qui pose l'étant, qui est l'acte de l'étant, posé hors du non-être, mais contracté dans une essence, hein, dont il est inséparable. C'est-à-dire qu'un étant, ce qui est définissable grâce à l'essence, mais cette essence qui détermine l'étant ne suffit pas pour conclure à l'existence effective de l'étant. Nous l'avons vu, n'est-ce pas, quand on a parlé de l'essence du phénix, que l'on peut parfaitement définir, puisque ce qui possède une essence est définissable, mais le phénix n'existe pas. Donc l'essence et l'être sont bien distincts. Et cela signifie que dans les temps, l'essence ne peut pas être sans l'être. Dans les temps réels, dans un état réel. Donc, il s'agit, dans cette distinction telle que la conçoit Gilles de Rome, d'une adjonction de l'essai à l'essence, d'une juxtaposition de telle manière que l'être peut se situer hors essence. Il peut être conçu hors essence. C'est-à-dire à côté de l'essence, juxtaposé. Donc, ce qui constitue l'étant comme un existant, c'est-à-dire posé hors du non-être, existere, c'est être posé hors d'eux. Exister, c'est se situer hors d'eux, hors du non-être ici, c'est-à-dire posé dans l'être, hors du non-être, mais en étant déterminé par une essence. Mais ce qui constitue donc l'étant comme un existant, ce n'est plus l'acte d'être
l'actus essendi, c'est-à-dire l'être comme acte de l'étant qui vraiment est intrinsèque, intrinsèquement uni à l'essence. Ici, l'existence, l'étant, est perçu comme un être en acte donné indépendamment de toute essence et de tout acte d'être. Ici, le terme « essai » désigne le fait d'exister in concreto, là, mais suspendu, au risque d'être suspendu dans le vide et dans l'insignifiance. L'expression existere, actu, c'est-à-dire exister en acte, désigne bien cette actualité de ce qui est donné là, sans plus, qu'on peut considérer comme non définissable par une essence. Et il s'agit donc bien là d'un infléchissement de la pensée thomiste, de l'actus essendi, de l'acte d'être, c'est-à-dire d'un oubli de l'être, comme dit, pour reprendre l'expression de Heidegger, un oubli de l'être comme acte, de l'esse ut actus, au profit de l'être compris ou de l'étant compris comme ce qui est en acte, comme existant, là, pouvant exister là, indépendamment de toute essence, comme on va le voir, ou et aussi comme concevable à partir d'une essence, indépendamment de l'existence. On va voir ça. Donc la distinction entre être comme acte, esse ut actus, et esse in actu, entraînant une confusion entre être en acte et existence. L'étant, donc il faut bien distinguer, on l'a vu, étant, être, existence. Donc je rappelle, donc l'être, c'est l'acte d'être, qui est l'acte de l'étant, tant que l'étant est posé hors du non-être, il existe, il se situe en dehors du non-être, posé dans l'être par cet acte d'être de l'étant, et cet acte d'être de l'étant qui pose l'étant dans l'être hors du non-être ne le pose pas sans l'essence qui détermine cet étant à être cet étant-ci, c'est-à-dire un étant fini. Parce qu'il n'existe pas d'acte d'être indépendamment d'une essence, car cet acte d'être indépendant d'une essence serait l'être, alors dont l'essence est d'être, mais il ne s'agirait plus alors de l'étant fini, on verra ça. Bon, donc la distinction entre esse ut actus et esse in actu, entraînant cette confusion entre l'être en acte et l'existence, découle de la conception de la différence comprise entre être et essence comme une juxtaposition de deux choses. Res et res. Donc, le caractère réel de la distinction conçue comme juxtaposition s'oppose à la distinction conçue comme une composition réelle, au sens où l'essence n'est pas sans l'être, l'être en tant qu'acte, et l'être n'est pas sans l'essence, au cœur de l'étant réel qu'ils constituent ensemble. Cela signifie que l'on peut distinguer, que l'on peut discerner deux significations différentes de l'étant pour Gilles de Rome, à savoir, premièrement, que l'étant peut désigner ce qu'est une chose, c'est-à-dire son essence. Par exemple, ce qu'est une rose, quid est rosa, sans rien ajouter de réel.
nihil adit, hein, à l'essence de la rose. C'est l'essence, donc, sans l'être ici. Et deuxièmement, l'étant peut signifier également l'existence de la rose. L'être ici s'ajoutant à l'essence de la rose, à la manière d'un accident tel que le concevait Avicenne. Avicenne est toujours un peu derrière tout cela. N'oublions pas que Avicenne est à l'origine de cette distinction entre l'être et l'essence. Et ce qui caractérise la doctrine d'Avicenne, on l'a étudié, mais je le rappelle ici parce qu'il est important de l'avoir en tête pour comprendre les nuances qu'il y a. C'est que Avicenne a très bien compris que la chose, une chose, n'est-ce pas, doit être définie, déterminée par son essence, qu'elle est bien conçue comme une essence, une quidditas, etc. Bon, je n'insiste pas, mais Avicenne distingue cette essence de l'existence, de l'essai, de l'être, en général, disons. Mais la chose, pour Avicenne, est une essence à laquelle l'existence s'ajoute de l'extérieur, de telle manière qu'il définit l'existence comme un accident de l'essence. Autrement dit, l'étant, la chose, dans ce cas-là, n'est pas composée d'une essence et d'un être intrinsèquement unis. L'union de l'existence à l'essence est extrinsèque. Il s'agit donc d'une unité produite par l'ajout de l'être. Mais saint Thomas d'Aquin reprendra cette doctrine de la distinction entre l'être et l'essence en l'approfondissant et en définissant cette unité de l'être et de l'essence comme une unité intrinsèque. Donc, c'est-à-dire que l'essence et l'être s'unissent dans les temps, de telle manière que l'être constitue l'étant de l'intérieur de l'étant. Alors que l'existence, c'est de l'extérieur pour Avicenne qu'elle constitue l'étant, qu'elle advient à l'essence. Donc ici, voyez-vous, il y a ici des distinctions, j'allais dire subtiles à faire, mais qui sont importantes, parce que l'étant est composé d'être et d'essence. Pas d'essence sans être, pas d'être sans essence. Il faut donc distinguer l'essence et l'être. Mais cette distinction est réelle pour Thomas d'Aquin, et elle est réelle parce que l'essence n'est pas l'être, l'être n'est pas l'essence. Cependant, dans ce qui constitue, c'est donc l'essence et l'être qui constituent la réalité de l'étant, mais la réalité de l'étant, in fine, se fonde sur cet acte d'être intrinsèque. Voilà. Si cet acte d'être ne venait pas à poser l'étant avec son essence en dehors du non-être, cette essence ne produirait pas pour autant l'être de l'étant. L'être ne se déduit pas, on l'a vu, de l'essence. Donc, l'essence est ce en vertu de quoi toute chose est un être possible, et l'être est ce en vertu de quoi la chose existe en acte. Mais attention, l'étant ici peut avoir, comme chez Gilles de Rome, deux sens équivoques. Et d'ailleurs, Gilles de Rome le reconnaît en disant qu'il faut que l'on parle équivoquement de l'étant
de sorte, je cite, qu'il soit dit étant par essence, dans la mesure où étant renvoie aux figures des catégories, et qu'il soit dit étant par participation, dans la mesure où il existe dans la réalité naturelle. Bon, ici, Gilles veut dire qu'il faut distinguer deux sens de l'étant, à savoir l'étant comme être et l'étant comme essence. C'est ça, ici, et le sens équivoque ici de l'étant, c'est qu'il y a comme un être de l'essence et un être de l'existence, exister, comme deux êtres. Mais attention, on le verra, ces deux êtres sont conçus à la lumière de cette doctrine avicénienne reprise aussi par Thomas d'Aquin, comme aussi par Duns Scott et par tous ces penseurs, à savoir que l'être est ce qui tombe directement dans l'intellect. Autrement dit, l'être est une intention, on l'a vu, on en a parlé, une intentio, qui traduit l'arabe de d'Avicenne, mana, hein, qui signifie donc une visée, de telle manière que l'intellect, tout ce qu'il intellige, il intellige comme ce qui est, comme de l'être. Hein. Mais alors, cet être que l'intelligence saisit, enfin, et vise nécessairement et constitutivement, parce qu'il n'y a pas d'intellection sans être une intellection de l'être, de ce qui est, cet être tel qu'il est ici envisagé est un être dans l'intellect, et donc Avicenne a eu la précaution de distinguer l'esse in intellectu, l'être tel qu'il est dans l'intellect, de l'esse in re, c'est-à-dire de l'être tel qu'il est dans la chose, dans la res, oui, esse in re. Oui. Donc il y a bien une distinction ici à faire, importante. Et que ici, Gilles reprend cette distinction, mais en commettant, pour ainsi dire, une erreur sur la véritable nature de la distinction réelle telle que la conçoit Thomas d'Aquin, parce que Thomas d'Aquin, lui, distingue l'esse in intellectu et l'esse in re, et parle à partir de l'esse in re. Il considère la réalité extérieure, l'être de ce qui est à l'extérieur de l'étant, de l'intelligence, de l'intellect, de ce qui est en dehors de l'intellect. Alors que ici, Gilles considère l'être comme ce qui est donné donc dans l'entendement, et dès lors l'être comme ce qui permet de percevoir l'étant dans l'intellect, et de percevoir aussi l'être qui existe, l'être, disons, qui est concevable dans la réalité, mais non pas comme étant conçu dans la réalité, mais étant comme un être qui est dans l'intellect. Hein. C'est-à-dire que l'esse essentiae, l'esse existentiae, l'être de l'essence et l'être de l'existence, hein, rejoignent cette idée d'un être qui est dans l'intellect, toujours. On va voir ça. Donc, Gilles distingue donc ces deux sens de l'étant comme être et l'étant comme essence, et considère l'étant créé comme un pur possible réalisé, quoi. Voilà, c'est une essence réalisée. C'est ce que disait aussi Avicenne. C'est-à-dire une essence à laquelle s'ajoute l'être de manière extrinsèque. Selon Gilles, si l'être appartenait au concept de créature, si disons il était cette créature ne pourrait pas ne pas être, voyez, elle ne pourrait pas commencer d'être, puisqu'elle l'aurait déjà l'être. Elle aurait déjà depuis toujours, elle n'aurait jamais reçu l'être. Elle l'aurait déjà depuis toujours. Et c'est pourquoi il faut distinguer, selon Gilles, et c'est ici la source pour lui de la distinction entre l'être et l'essence, il faut distinguer l'être et l'essence. Mais ici, c'est une fausse conception de la distinction réelle qui est soutenue par Gilles et qui entraîne
une confusion entre l'être et l'existence, une confusion dommageable, voyez, pour de l'interprétation de la doctrine thomiste qu'il veut défendre. Bon, si en effet l'essence et l'existence sont distinctes, hein, ut res et res, il s'ensuit que les temps existent hors essence, hein, ce qui est contraire à la pensée de Thomas d'Aquin, hein, qui comprend les temps comme être réel de la chose, hein, mais non sans l'essence qui détermine cette chose, cet étant comme un étant fini, c'est-à-dire composé donc d'être et d'essence. Ouais. Alors que saint Thomas comprend l'ens à partir de la composition d'essai ut actus essendi, c'était donc de l'être en tant qu'acte, hein, et d'essence, Gilles lui ramène les temps à l'essence, hein, qui détermine les temps en tant que tels, indépendamment de sa réalité effective. Ouais. Ainsi, la rose est un étang, même si elle n'existe pas, ouais, parce que c'est un étang considéré comme l'être de l'essence, ouais, dans son essence. Ouais. L'essence de l'étang, ici, est bien distincte de l'existence. Elle laisse par quoi l'étang est étang, mais non existant. Elle permet de dire ce qu'est un étang, la rose. C'est-à-dire ce qu'est une rose. Gilles donc distingue l'essence et l'existence en les séparant comme deux choses, alors qu'il s'agissait de distinguer sans séparer. Donc la forme, l'essence, ici, donc est comme indépendante par rapport à l'existence. Donc cette conception de la distinction réelle que Gilles de Rome développe s'éloigne de la conception de la distinction réelle telle que Thomas d'Aquin l'a conçue. L'essence et l'être, pour Thomas d'Aquin, se distinguent sans se séparer et s'unissent sans se confondre, parce qu'ils constituent ensemble, l'un avec l'autre, l'étang fini. Il n'y a pas d'étang sans essence, il n'y a pas d'étang sans être. Un étang sans essence serait un étang insignifiant, inintelligible, qui serait pure existence à la manière du Dasein, de l'être là, jeté dans le monde, et un être qui serait réduit à une essence, un étang donc qui serait une essence sans existence, serait donc pure utopie finalement. Ce serait une pure représentation en effet qui n'aurait rien à voir avec le réel. Ceci n'est pas une pipe. La représentation de la pipe n'est pas une pipe. Donc la distinction ainsi conçue s'éloigne de la composition de Thomas, en ce sens que pour ce dernier, l'essence et l'être se distinguent sans se séparer et s'unissent sans se confondre. Dans les temps, pas d'essence sans être, pas d'être sans essence. Il y a une véritable composition réaliste, une composition, et non une distinction. C'est d'ailleurs, il faut mieux parler pour la pensée de saint Thomas d'une composition plus que d'une distinction. Puisqu'en effet, la distinction peut porter à concevoir cette distinction réelle comme une séparation, comme une juxtaposition, alors que la composition montre bien comment l'un ne va pas sans l'autre. C'est une composition réelle, d'autant plus réelle parce que l'une n'est pas l'autre, et l'une ne va pas sans l'autre. C'est ça ce qui est intéressant, c'est assez, c'est important. Donc là, Henri de Gand, lui, va concevoir cette distinction, non pas de manière réelle, qu'il va rejeter, c'est pourquoi Gilles de Rome discute avec Henri de Gand, parce qu'Henri de Gand rejette cette conception d'une distinction réelle, qu'il va donc développer sous la forme d'une distinction intentionnelle, comme on verra.
Donc, pour Gilles, pour revenir à Gilles de Rome, l'existé qui se juxtapose à l'essence échappe à la conceptualisation thomiste, n'est-ce pas, en se séparant réellement de l'essence. C'est que il y a une séparation entre deux choses, c'est une juxtaposition, disons, puisqu'une c'est ou tresse à tresse. Donc, c'est pourquoi Jean-Christophe Bardou, que nous suivons ici, peut affirmer, je cite, avec Gilles de Rome, s'inaugure probablement le mouvement d'existentialisation progressif de l'être qui fera sentir ses effets jusque dans l'école thomiste, en effet, puisque le thomisme va subir cet obscurcissement de l'essai, dont parlait Cornelio Fabre. Non, la distinction donc entre essai et existere, telle que Gilles y conduit à cause de cette conception de la distinction réelle comme une juxtaposition ut res et res de deux choses, le conduit donc va conduire à considérer l'être sans essence. On peut concevoir donc une existence, vous voyez, comme la rose qui existe vraiment, ben voilà, à côté donc c'est le caractère équivoque de l'étang dont on parlait tout à l'heure. Alors, donc on voit qu'ici, le risque est de distinguer, en les séparant, l'être conféré par l'être qui confère à l'étang, disons, son acte d'être, en tant que l'être est un acte, et l'être comme acte, comme étant en acte, et non pas l'être comme acte, en tant qu'acte, mais l'être étant en acte. C'est avec lequel, donc, se confondrait, disons, l'existence. L'existence n'existerait sans l'essence, ou concevable indépendamment dans l'essence, même si pour Gilles, justement, Gilles maintient qu'il y a la possibilité de penser l'étang uniquement en tant qu'essence et l'étang uniquement en tant qu'existéré, puisqu'il y a juste opposition entre l'essence et l'existéré. Donc on peut concevoir l'étang doublement, de manière équivoque, comme il dit. La rose en tant que rose et la rose en tant qu'elle existe réellement. Mais lui maintient le fait qu'il y ait les deux possibilités. Et on va voir que c'est justement cette double possibilité qui va disparaître avec le temps, au profit de la considération soit de l'essence uniquement, soit de l'existence uniquement. C'est vrai, ouais, disons, donc, Gilles maintient le lien, donc, qui unit l'essence, qui peut, disons, donc, nous faire parler d'une essence et d'un être de l'étang. Mais, étant donné que cette distinction réelle pêche par excès, on va dire, au détriment de la composition réelle, elle finira, si on veut, par exploser, quoi. Ça va être... Et c'est ce qui va arriver avec Henri de Gand et avec Duns Scott, quoi. Henri de Gand va donner à l'existéré le premier plan. L'existence, donc, va être vraiment ce qui sera le distinctif de l'étang, considéré comme hors essence. Hors essence. Donc, l'être est donné hors essence. Alors, qu'en est-il donc, puisqu'on peut considérer l'exister sans hors essence, et que l'on peut considérer aussi l'exister dans la pensée, in intellectu,
Donc, qu'en est-il donc de cet exister dans la pensée? Comment maintenant donc Henri de Gand constitue cet exister, quoi, conçoit cet exister, puisqu'il le conçoit comme ce qui prime. Et donc, au sens, donc, il va donner un sens à l'exister, un sens exclusif. Ouais. Et il va donc distinguer l'essence de l'existence, de sorte que l'existence correspond aux données brutes, effectifs, données là. Car il rejette, lui, la distinction réelle, telle qu'elle est conçue par Gilles de Rome, et à cette distinction réelle, à laquelle il s'oppose, il va opposer précisément une distinction intentionnelle. Et c'est ici que nous allons comprendre la distinction qu'il fait entre l'essai essentié et l'essai existentié à partir de cette conception intentionnelle de la distinction, puisque l'intentio, comme on l'a vu, c'est une visée de l'intellect qui conçoit l'être comme étant toujours dans l'intellect, donné in intellectu. Donc l'être est toujours donné dans l'intellect et à partir de l'intellect. Et non pas à partir, on ne part pas de l'essai in re, ce qui est donné à l'extérieur de ce qui existe, donc à l'extérieur de la pensée. Donc, une intention, l'intentio, désigne ce qui est conçu par l'intellect et peut dès lors se distinguer d'une autre intention, comme des concepts que plus tard, d'ailleurs, Duns Scotus va distinguer comme l'animalité, la rationalité, vont faire partir de ce qui constitue la nature d'une chose, mais en se distinguant à l'intérieur de cette chose, mais de manière intentionnelle et non réelle. Donc, telle manière que l'intellect a la capacité de distinguer, de viser et de diviser. Il peut produire des concepts déterminés, donc distincts de ce qui, dans la chose, est indivisible. Donc l'intellect peut concevoir de manière distincte ce qui est uni dans la réalité. Donc la tâche de l'intellect est de distinguer en vue d'unir. Il peut produire des concepts déterminés, distincts, de ce qui, dans la chose, donc, est unifié, indivis. Ainsi, l'existence peut être considérée dans la chose, hors de l'intellect, indépendamment de l'essence, sans se réduire à un pur fait constatable empiriquement, puisqu'elle implique l'intellect. Elle peut faire l'objet d'une intention, d'une visée de l'intellect distincte, de telle manière qu'on peut parler de distinction intentionnelle entre l'être et l'essence, comme une double visée qui appartient à l'intellect. Henri de Gand donc affirme l'identité réelle ou intentionnelle plutôt de l'essence et de l'être et refuse la version thomiste de la distinction réelle. L'être de la créature n'est pas quelque chose d'autre que l'essence de la créature, dit-il, dans la réalité absolue. L'essence a un être mental, au sens d'être dans l'intellect, et c'est in intellectu. Et elle est visée dans la chose, elle s'accompagne
dans une même visée de l'essai existentiel, de l'essai de l'existence, l'essai de l'essence, comme l'essai de l'existence, l'être de l'état qui existe à l'extérieur, disons, est conçu comme une visée de l'intellect, comme l'essence est conçue comme une visée de l'intellect. C'est pourquoi on peut parler de l'être visé, si on peut dire, de l'essence et l'être visé de l'existence. Et c'est pourquoi on peut parler de l'être, donc, de l'essence et de l'être de l'existence, sans distinguer de manière réelle, mais uniquement intentionnelle, l'être et l'essence. La distinction réelle ici est rejetée dans la mesure où l'être a le même sens univoque, c'est-à-dire de visée par l'intellect. Il est toujours l'être comme visée de l'intellect, comme intentio, comme intention. L'intellect peut viser l'essence à part l'existence, comme il peut viser l'existence à part l'essence, mais il les vise en les distinguant intentionnellement. La distinction intentionnelle offre donc cet avantage qu'elle peut viser l'être en tant qu'être, soit mental, soit extramental. Elle peut viser, elle ne vaut que dans l'ordre conceptuel. Et donc elle conduit à l'autonomie de la pensée. Vous voyez ce que je veux dire ici? Ce qu'il faut, c'est comprendre un peu ce mouvement qui va conduire à l'enfermement dans la pensée, quoi. Où tout ce qui va être conçu par la pensée, même l'être extérieur à la pensée, sera conçu, soit peut être conçu donc par la pensée, et dès lors donc ce qui est à l'extérieur de la pensée sera conçu comme ce qui existe dehors, hors d'eux. Mais étant donné que l'essence ne détermine plus, ne définit plus ce qui est cet être donné hors de la pensée, sera comme, pour ainsi dire, jeté, projeté, sans essence. Donc l'essence, l'esprit peut isoler l'essence de l'existence, de telle manière que l'existence des choses pourrait être considérée indépendamment de toute essence, comme pure effectivité extramentale, là, jetée dehors, comme un objet, à la manière donc du Dasein de Heidegger. Il faut toujours penser un peu à tout cela. Bon, donc aujourd'hui, je ne vais pas trop insister là-dessus, parce que ce que je voulais, c'est introduire à la pensée de Duns Scott, qui lui va fonder vraiment, va être à l'origine de la pensée moderne, puisque pour lui, l'être sera réduit à l'objet produit par l'entendement. L'être, pour lui, ne sera pas l'être inré, considéré comme l'être inré dans la chose, mais comme un objet que va construire l'entendement tel que plus tard Kant va le concevoir, c'est-à-dire une production à travers les catégories a priori de l'entendement qui vont produire la représentation de la chose, de telle manière que la chose sera réduite à la représentation, ou plutôt même rejetée en dehors de toute représentation, de telle manière que la chose en soi, pour Kant, sera inconnaissable. La chose en soi sera inconnaissable. On a vu cela, et donc on a vu comment tout cela suscitera la réaction de l'idéalisme allemand qui va vouloir faire de cette chose en soi justement une chose qui puisse se connaître elle-même, et qui se connaîtra elle-même à travers, disons, cette dialectique, qui va dépasser le cogito, disons, du sujet cartésien, en direction de cet esprit absolu finalement de Hegel, qui justifiera l'autoconstruction de soi par soi, de la réalité, de toute la réalité. Et l'objet lui-même, n'est-ce pas, deviendra substantiel en ce sens. Bien. Alors écoutez, aujourd'hui, étant donné que je ne voudrais pas trop vous abrutir avec tout cela, on va en rester là, puisque tout le monde n'est pas venu. Je reprendrai un peu tout cela en le délayant,
Et, et on passera, disons, à l'étude de la pensée de Scott sur la base de ce qu'on vient de voir, sur cette situation, n'est-ce pas, de la discussion entre Henri de Gand et Gilles de Rome. On pourra aborder sur cette base la pensée de Duns Scott, qui est donc très importante et qui nous intéressera ici. Alors, donc, je vous propose de nous arrêter ici aujourd'hui, puisqu'on va donner une chance aux autres de pouvoir suivre le reste. Et si vous avez des questions, on va en profiter. Est-ce que vous avez des questions? Bon, aujourd'hui, alors donc, je vais résumer un peu ce que je voudrais que vous reteniez aujourd'hui. Hein. Alors, un instant. Donc, un instant. Alors, donc, ce que je voudrais que vous reteniez aujourd'hui, c'est un peu cette histoire de distinction réelle entre l'être et l'essence. C'est le fondamental, quoi, finalement. Donc, Avicenne est au point de départ de cette doctrine de la distinction entre l'être et l'essence. Pour Avicenne, l'être s'ajoute de l'extérieur par un acte créateur, s'ajoute à l'essence, de telle manière que la constitution de la chose, de la réalité, dépend de cet advenu de l'existence, donc de l'existence comme accident. On dit donc l'existence ici, l'être, n'est pas uni intrinsèquement à l'essence, de telle manière que l'étant, la chose, la réalité, soit constituée en sa profondeur par un acte d'être intrinsèque qui est de l'intérieur de l'étant, ce qui pose l'étant en dehors du non-être. Parce que donc l'essence sans l'être, c'est du non-être. Et le statut de l'essence sans l'être ne peut être que le statut de l'essence comme représentation, comme concept, comme production de l'intellect. Encore s'agira-t-il de savoir quel est le statut de cet intellect, c'est ce qui va produire justement le hegelianisme, tout ça. Non? Bon, donc Gilles de Rome, alors donc Avicenne distingue l'être et l'essence, fait de l'existence un accident de l'essence. Thomas d'Aquin recueille cette doctrine, développe la distinction entre l'être et l'essence, mais approfondit en faisant de l'acte d'être ce qui fait le fond de l'étant. Autrement dit, il y a une union intrinsèque. L'être ne s'ajoute pas de l'extérieur à l'essence, mais l'être de l'étant est constitué de l'acte d'être et de l'essence. On ne peut pas concevoir l'essence sans l'être et l'être sans l'essence, comme le faisait évidemment Avicenne. Parce que Avicenne, l'existence est extérieure. Et donc, Henri de Gand va refuser cette distinction réelle de Thomas d'Aquin. Il va dire non, la distinction réelle, ça marche pas. Pourquoi? Parce qu'il va retenir de la doctrine d'Avicenne ce que tout le monde retient, mais qu'il va développer, comme le fera aussi Duns Scott, l'idée. Il va retenir seulement l'idée que l'être est donné dans l'intellect, et donc il va retenir uniquement le statut de l'être comme étant donné dans l'intellect, laissé in intellectu. Donc, distinguer l'essence, donc ce qui est donné dans l'intellect, l'être comme essence finalement, enfin l'être non pas comme essence, mais l'être qui est conçu, comme visé par l'intellect, et l'être dans la réalité, l'être réel, qui pour lui sera l'existence qui s'ajoute de l'extérieur extrinsèquement. Alors, Henri de Gand, après, donc, au lendemain de la mort de Thomas d'Aquin, du concepteur de cette distinction entre l'essence et l'être, il y a un grand conflit, de grands débats, de grandes discussions qui vont opposer justement Henri de Gand et Gilles de Rome. C'est pourquoi on a étudié un peu cela.
Et donc, Henri de Gand, non, rejette cette distinction réelle entre l'essence et l'être. Ça va pas. Et donc, pourquoi? Parce que l'être est ce qui est dans l'intellect uniquement. L'être est dans l'intellect. L'être est, non, il est dans l'intellect. Je ne peux pas concevoir l'être en dehors de l'intellect. L'être et donc, si je fais une distinction entre l'être, entre l'essence et l'être, je ne peux faire qu'une distinction intentionnelle et non réelle. Parce que je ne peux pas distinguer entre un être qui est dans l'intellect et un être qui est en dehors de l'intellect. Désormais, tout se passe dans l'intellect. C'est ça l'idée. Tout se passe dans l'intellect. D'accord? D'ailleurs, c'est sérieux, c'est fini, on est déjà enfermé. Voilà, on est déjà enfermé jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à Heidegger qui va mettre un peu un coup de pied dans la fourmilière, disons, ça peut dire. Ouais. Donc, Gilles de Rome va résister, défendre saint Thomas, là, des distinctions réelles. Seulement, il va être piégé lui-même, puisqu'il va reconsidérer à nouveau, à la manière d'Avicenne, l'être comme une visée de l'intellect. Donc, il va distinguer l'essence et l'être d'une manière réelle, mais en allant trop loin, puisqu'il va distinguer donc en effet ce qui est donné dans l'intellect, et puis ce qui est hors de l'intellect, de telle manière que l'essence qui est conçue par l'intellect et l'être qui est donné dans la réalité extérieure sont comme deux choses, n'est-ce pas, qu'il faut juxtaposer pour comprendre ce qu'est l'être de l'étant. Bon. Et donc ici, c'est l'échec de l'essaitomie, c'est l'obscurcissement de l'essai. C'est l'oubli de l'être qui commence. Ici, on a l'oubli de l'être qui commence. Et Duns Scotus va arriver dans cette ambiance, si je veux dire, mouvementée à l'université, pour mettre de l'ordre dans tout cela, en refusant lui aussi la distinction entre l'essence et l'être. Et il va développer toute une conception de l'esse objectivum, n'est-ce pas, de l'être comme objet, j'allais dire même au-delà de l'essence et au-delà de l'être, c'est-à-dire l'objet comme étant construit par l'entendement uniquement. Et à partir de là, on va arriver au cogito ergo sum de Descartes. Bon, on est en train de faire un peu la genèse, l'archéologie, comme dirait Foucault, de l'étude archéologique, la genèse de ce qui va se développer jusqu'à nos jours. Et c'est là où, comme je vous l'ai dit, il y a 4 penseurs déterminants, qui sont donc Duns Scotus et Occam, et leurs héritiers, on peut dire, mais en même temps, des penseurs qui ont dépassé les maîtres, on va dire, Maître Eckhart et Nicolas de Cuse. C'est donc bon. Donc aujourd'hui, on va en rester là. C'était un peu difficile, mais il fallait y passer. Et puis dès alors, est-ce que la prochaine fois il y a cours ou passer les vacances là? C'est pas Non, la semaine prochaine il y a cours et c'est la semaine d'encore après c'est les vacances. D'accord. Bon. Alors donc la semaine suivante, on va reprendre tout ça.